Lorsque Maribel Ramos, 36 ans, ne se présente pas à son match de softball hebdomadaire, ses proches comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Leur inquiétude ne fait que grandir lorsqu'ils se rendent chez elle et ne trouvent aucune trace de sa présence, alors même que sa voiture est toujours dans le garage. L'enquête progresse et ses proches ainsi que les autorités ne tardent pas à s'intéresser à une personne en particulier, qui disait qu'il aimait beaucoup Maribel, peut-être même un peu trop. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, merci beaucoup de demander, chaudement. Je suis Nathalie Kat, diplômée en criminologie renforcée et ensemble nous voyons régulièrement sur cette chaîne une ADJ, affaire du jour. Alors si tu veux t'abonner, ça ne mange pas de pain, ça me ferait très plaisir. Et si je te manque entre deux vidéos, mon TikTok et mon Instagram sont en description. Mais je te laisse avec le générique. Maribel Ramos est née le 24 avril 1978 dans le comté de Orange, en Californie. Elle est d'origine philippine et a grandi dans une famille attachée aux valeurs du travail, du service et de l'éducation. Les informations disponibles à son sujet ne font pas état de violence, de maltraitance ou de difficultés familiales particulières. Très tôt, elle est attirée par l'armée. Et les proches de Maribel la décrivent comme une jeune femme indépendante, disciplinée, protectrice envers les autres et très déterminée. Autant de qualités qui font des merveilles à l'armée. Et ces traits de personnalité la conduisent en effet à s'engager, alors qu'elle n'est encore qu'une jeune adulte. Après le lycée, Maribel a travaillé dans le service de sécurité d'un grand magasin, tout en nourrissant l'ambition de rejoindre les forces de l'ordre à long terme. Et pour y parvenir, elle avait besoin d'un diplôme universitaire. Et c'est afin de financer ses études qu'elle s'engage dans l'armée. Elle rejoint donc l'US Army et sert pendant de nombreuses années, de 2001 à 2009. Elle effectue notamment, pour ceux qui connaissent l'histoire, 2001, un déploiement en Irak. Plusieurs témoignages indiquent qu'elle était très investie dans son métier et qu'elle était appréciée de ses collègues. Après son service actif, elle devient vétérane tout en poursuivant des études universitaires. Et elle aura, suite à l'armée, un stress post-traumatique, suite à notamment ce déploiement en Irak. En 2013, elle est étudiante à la California State University de Fullerton, où elle prépare un diplôme en justice pénale, Criminal Justice. Son projet professionnel est de travailler dans les forces de l'ordre ou dans un domaine lié à la justice. Elle colore même ses cheveux et se fait coiffer en vue de la remise des diplômes. Remise qu'elle ne verra malheureusement jamais. Pour partager les frais de son logement 3 pièces, Maribel est à la recherche d'un colocataire. Une présence, en effet, va la rassurer pour son stress post-traumatique et elle va même prendre un chien. Un certain Casey Joy répond à cette recherche et devient son colocataire. Il vient de Chine, n'a pas d'amis et au départ, rien n'indique une quelconque relation sentimentale entre eux. Les proches de Maribel disent qu'elle le considérait simplement comme son colocataire. Kwang Choi Joy, souvent appelé Casey Joy, et je pense que pour les besoins de la vidéo, pour aller plus vite, je l'appellerai Casey, pour ne pas dire son nom en entier parce que c'est quand même chronophage. Donc Casey est un homme d'une 50aine d'années. Il est d'origine chinoise et vit à Orange County en Californie. Les témoignages le décrivent comme quelqu'un de solitaire, ayant peu de relations sociales et rencontrant des difficultés financières. Il n'a pas d'antécédents criminels violents connus. Maribel va énormément apprécier la présence de Casey. Elle va progressivement l'inviter à tous ses événements familiaux et il va pratiquement faire partie des siens, comme en témoignent les nombreuses photos en sa compagnie. C'était plus qu'un coloc. Et Casey va rapidement se considérer comme davantage qu'une simple personne qui partageait son loyer. Alors, petite parenthèse, mais cette affaire est vraiment un rappel sur le fait de ne pas donner trop d'attention à un homme qui pourrait interpréter notre gentillesse pour des sentiments plus profonds. Donc en un an, Maribel et Casey vont se rapprocher. Jusqu'au 3 mai, où la sœur de Maribel va recevoir un message très inquiétant de la part de Casey. Maribel never came home. Littéralement, Maribel n'est jamais rentrée. Le soir du 2 mai 2013, Maribel téléphone à son petit ami Paul Lopez. Au cours de cette conversation, elle lui raconte qu'elle vient une nouvelle fois de se disputer avec Casey au sujet du loyer et qu'elle veut désormais qu'il parte définitivement de l'appartement.
Vers 20h30, une caméra de surveillance la filme déposant son chèque de loyer au bureau de gestion de la résidence. Et ça sera les dernières images disponibles de Maribel Ramos. Le 3 mai, Maribel ne se présente ni à un match de softball, ni à un événement prévu avec une association d'anciens combattants. Ce comportement est chez elle totalement inhabituel. Elle qui adorait le sport, qui était très sociable, sa famille et ses amis commencent immédiatement à s'inquiéter et signalent sa disparition à la police. C'est vrai que dans beaucoup d'histoires de disparition, malheureusement, on perd plusieurs heures, voire des jours, parce que les proches ne se sont pas inquiétés suffisamment tôt. Mais c'est vrai que dans l'histoire de Maribel, ses proches détectent immédiatement que quelque chose ne va pas. En effet, sa voiture était toujours garée, mais son téléphone et ses clés étaient manquants. Et tout le monde va aider aux recherches. Maribel était très aimée et populaire. Mais pas de traces d'elle, même dans les images de caméras de surveillance. Très rapidement, des affiches sont distribuées dans toute la ville. Les médias locaux relaient sa disparition. Des bénévoles organisent des battues. Et pendant ce temps-là, Casey, son colocataire, va se montrer très coopératif et il va participer aux recherches. Il accorde même des interviews et affirme qu'il espérait que Maribel soit retrouvée saine et sauve. La dernière fois qu'on l'avait vue était la veille de la disparition, payant son loyer. Et sur la vidéo qui capte ces images, elle n'a pas l'air sur le point de vouloir partir pour faire, par exemple, la fête pendant la nuit. Les autorités interrogent Paul Lopez, son copain, et ils comprennent que les deux entretenaient une relation libre et ils demandent si Maribel avait d'autres copains de son côté qui auraient pu éventuellement lui faire du mal. Le 5 mai par exemple, il était prévu qu'elle aille retrouver un autre homme, un photographe rencontré en ligne. Mais Paul ne détient pas plus d'informations. Cependant, il se trouve qu'une semaine avant sa disparition, Maribel avait fait un appel effrayant au 911, numéro d'urgence. Elle semblait effrayée, ainsi que rassurée en même temps que l'appel soit enregistré. Car elle disait que son appel était un avertissement, car elle était, je cite, terrorisée par son colocataire. Et elle craignait de le tuer en se défendant, donc de faire un crime de légitime défense. Cette personne qui lui faisait tant peur était Kwan Choi Joy, nul autre que son colocataire. Après la disparition de Maribel, la police va donc faire une perquisition à l'appartement et Casey va se montrer très coopératif, pas du tout sur la défensive ou craintif. Il donne même son propre ordinateur ainsi qu'un échantillon d'ADN et du linge de maison pour voir s'il n'y avait pas de traces ADN. Il les invite même naturellement à entrer. Genre, petite visite de courtoisie. Il dit que Maribel était sa meilleure amie. Casey était très proche de Maribel, en effet, mais de façon platonique. Il connaît bien sa famille et c'est même lui qui a signalé sa disparition, le 3 mai. Mais le 3 mai, lorsque la police voulait l'interroger, comme par hasard, il se trouvait à l'extérieur de chez lui. Et quand il l'interroge enfin, il est couvert de griffures. Alors pour ceux qui apprécient les ADJ ou les affaires de true crime en général, vous savez que les griffures ne sont pas très bons signes, surtout suivant une disparition. Ça peut représenter par exemple des marques défensives. Et lorsqu'il lui pose la question pour lui demander « mais pourquoi diable avez-vous des traces de griffures sur les bras ?», il leur raconte une histoire abracadabrante à propos de fils de pêche qu'il aurait coupé à cause d'un chien. Oui, il a réellement raconté ça. Et ils se rendent vite compte que sa relation avec Maribel était loin d'être rose. Il s'était disputé au sujet du loyer que Casey ne pouvait plus payer car il s'était fait renvoyer de son job. Et il avait également un faible pour Maribel, alors même qu'il était un peu plus âgé qu'elle. Maribel avait en effet 36 ans, alors que lui était dans sa cinquantaine. Il en avait presque 20 de plus. Il aurait pu être son jeune père. Mais il ne va pas se décourager et va même faire une chirurgie de plus de 12 000 $ afin de se rajeunir et plaire à la jeune femme. Ce que je trouve fou, c'est tout ce qu'il a entrepris pour une personne qui ne s'intéressait visiblement pas à lui. Du moins pas de la manière dont il aurait espéré. Du moins pas de la même manière que lui. Donc quand Maribel lui demande de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller, parce que finalement il ne payait plus son loyer,
normal. Il dit qu'il ne veut pas et qu'il était amoureux d'elle. À ce point de l'enquête, la piste Casey se dessine peu à peu. Enfin, à ce stade, c'est même plus des ébauches de dessins, c'est carrément des panneaux de signalisation. Mais malheureusement, la police n'a aucune preuve, si ce n'est de forts soupçons, et Casey s'était même montré coopératif. Pas du tout avec un comportement suspect. Bon, mis à part son histoire abracadabrante, burlesque, au sujet d'un chien qui lui aurait fait des marques sur les bras, ce qui était quand même très suspect. Le 8 mai, Emily, l'amie de Maribel, poste une publication sur Yelp pour relayer la disparition de son amie. Alors Yelp, c'est un petit peu comme le Bon Coin aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de poster une publication sur Maribel sur ce genre de site, mais j'imagine qu'elle voulait faire connaître l'enquête au plus grand nombre pour peut-être avoir désespérément quelconque information. Un homme nommé Enrique va soulever un point important, demandant si la police avait parlé à son colocataire. Emily va répondre que oui, et qu'on avait même prélevé son ADN et même permis qu'on prenne des photos de lui nu, montrant qu'il n'avait pas de bleu, montrant des traces défensives, et donner son portable. Les jours passent, et ce qui ressemblait à une conversation innocente autour d'une disparition sur Internet va devenir très bizarre. Car Casey va venir répondre lui-même sur le fil de discussion avec son vrai nom et sa photo, ne cachant même pas son identité. Et c'est là qu'il va commencer à se trahir. Sa photo de profil était un cliché de lui et sa meilleure amie, Maribel. Il dit que c'était sa seule famille et commence à parler d'elle de façon très bizarre, comme si elle n'était déjà plus de ce monde. Il dit par exemple, elle sait que je peux donner ma vie pour elle. La police a cherché l'appartement. Ils ont confisqué plein d'objets, mon disque dur, ma voiture, et ont contacté toutes les personnes de mon répertoire. C'est très embêtant, mais ce n'est pas grave, car Maribel me manque. Je me sens déprimée et stressée. Et on remarque le temps employé, she always knew. Knew, qui est quand même le prétérit de know, donc savoir, petit cours d'anglais. Et Grant, un homme qui faisait partie du fil de discussion, va le relever. Il dit, c'est bizarre qu'ils disent « she always knew » et pas « she knows ». Elle sait. Une fille nommée Tiffany va répondre qu'il s'agissait de spéculations et que c'était des mauvaises spéculations. Qu'il fallait laisser la police faire le job et peut-être que le colocataire utilisait le temps du passé car il n'avait pas vu Maribel depuis longtemps et craignait le pire. Et il ne fallait pas faire de witch hunt, ce qui signifie chasse aux sorcières. Et Casey va répondre de nouveau en disant qu'il a été à une veillée pour Maribel et que pour l'utilisation des temps du passé, il va se justifier en disant qu'il ne maîtrisait pas bien la langue, pas bien l'anglais, mais bien sûr, et qu'il était encore maladroit avec la grammaire. Il va rectifier en essayant maladroitement de rattraper sa bévue en disant que oui, Maribel et moi sommes meilleurs amis. Mais c'est trop tard, Casey. T'as dit, Maribel et moi étions meilleurs amis. La police est venue 5 fois chez moi, merci de ne pas spéculer et juger. Je me fais déjà suffisamment juger, c'est ma meilleure amie. On s'appelait Missom, Mom, Dad, Mom. Ça veut dire maman, enfin, à quel moment on appelle son amie maman. Et Emily, qui était présente lors de la veillée pour Maribel, va lui demander « Pourquoi tu t'es mis en retrait le jour de la veillée ?» Il a dit qu'il s'était fait blâmer et qu'on l'avait mis en retrait, car on le considérait suspect. Il dit ensuite quelque chose de très étrange. Il dit que Maribel était la seule bénéficiaire de son assurance vie. Un homme va lui rétorquer qu'il donnait trop de justifications et d'informations, mais sa remarque était bienveillante envers Casey. En effet, il lui disait qu'il fallait pas trop divulguer d'informations à son propos. Il ne savait pas à qui s'adresser. L'homme va reprendre Casey, mais ce n'était pas du tout contre lui. C'était plutôt pour lui donner un conseil, car il donnait trop d'informations et Internet n'était pas peuplé de gens qui le connaissaient. C'était des étrangers qui lui voulaient peut-être du mal. Casey répond « merci ». Et il dit qu'il n'avait pas les idées nettes ces derniers temps. Parallèlement, la police ne trouve rien dans son téléphone, ni dans son ordi, et Casey parle naturellement aux autorités et défend sa réputation sur Internet avec un déconcertant aplomb. Peut-être qu'après tout, il n'était pas du tout suspect. Les policiers ont donc à ce stade examiné plusieurs pistes. Tout d'abord, Paul Lopez, son petit ami, les proches de Maribel, ses camarades de fac, puis
il s'intéresse finalement à son colocataire. Au départ, aucun élément matériel ne permet d'incriminer Casey Joy. Mais un détail va intriguer les enquêteurs. Ils apprennent qu'il passe beaucoup de temps dans une bibliothèque publique à utiliser les ordinateurs et après avoir obtenu une autorisation judiciaire, il surveille en direct ses recherches internet. Vous savez, comme un partage d'écran, mais sans le consentement de Casey finalement. Casey allait beaucoup à la bibliothèque où il utilisait les ordinateurs et la police essaie de regarder ce qu'il faisait. Et ils vont décider de voir à distance ce que Casey faisait sur cet ordinateur. Et ils ne vont pas être déçus. Au départ, rien de bien surprenant, il postulait pour des jobs, consultait sa boîte mail. Mais le 16 mai, alors qu'une marche de soutien est organisée pour retrouver Maribel, Casey consulte Google Maps et zoome précisément sur une zone isolée de Modjeska Canyon en s'attardant sur des arbres en particulier. Un arbre en particulier longeant une route. Très inhabituel. Alors, je veux dire, c'est pas du tout le genre de recherche qu'on fait sur Google Maps. Surtout que ce lieu était vraiment au milieu de nulle part. Les policiers décident immédiatement de s'y rendre. La police a une intuition. Ils tenaient Casey et probablement l'emplacement du corps de Maribel. Et malheureusement, la fouille de l'endroit ne va pas les détromper. Ils vont trouver le corps sans vie de la jeune femme. Le 17 mai 2013, les enquêteurs découvre le corps de Maribel dans une tombe peu profonde dissimulée dans la végétation de Modjeska Canyon. L'état de décomposition est tel que les médecins légistes ne peuvent pas déterminer avec certitude la cause du décès. Son identité est finalement confirmée grâce à ses dossiers dentaires. La décomposition est telle qu'il est impossible d'identifier la cause de la mort, mais Casey est inculpé immédiatement. Il est déclaré sans surprise coupable de meurtre au second degré par le jury. Alors tu fais une recherche montrant l'emplacement exact du corps, je pense que c'était pas un hasard. Pour se défendre, Casey prétend qu'il s'est fait hacker à l'instant précis où la police regardait ses recherches, que le réel tueur s'était connecté au même serveur et qu'il voulait l'incriminer. Et Casey dit même froidement au tribunal qu'il ne s'excusera pas pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il paraît même sans émotion. Il fait même appel de la décision du juge, mais son appel, sans surprise, sera rejeté. Il écrit des dizaines de lettres au juge clamant son innocence et dit à la famille qu'il aimait Maribel. J'imagine même pas comment devait se sentir la famille face à ça. Il dit aussi qu'il utilisait l'ordinateur de la bibliothèque comme beaucoup de monde, surtout parce que la police avait saisi son propre ordinateur. Et que la police n'avait rien trouvé chez lui, même avec son ADN. Grant, vous vous rappelez, ce mec qui avait dit sur Yelp qu'il fallait absolument interroger le colocataire, dit qu'il avait résolu l'enquête avant la police. Tout comme vous, il avait l'œil avisé et aiguisé. En tout cas, si la police n'avait pas décidé de surveiller les faits et gestes de Casey, jamais il n'aurait résolu l'enquête, qui était pratiquement un meurtre parfait. On n'aurait jamais retrouvé le corps de Maribel et jamais su ce qui lui était arrivé finalement. Casey et Maribel étaient en froid depuis un moment, d'où l'appel au 911. Se sont-ils disputés une énième fois au sujet du loyer? Maribel avait-elle exigé que Casey parte? Et il aurait pété un câble en la tuant, car non seulement elle refusait de se mettre avec lui, mais en plus elle le foutait à la porte. On ne le saura probablement jamais, mais tout ce qu'on sait, c'est que Maribel dormait depuis un moment, la porte fermée à clé. Que s'est-il passé dans la tête de Casey? S'est-il dit « Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura » Son sang-froid était glaçant. Mais c'est en s'exposant trop sur Internet et en se justifiant auprès de ses proches que la police aura trouvé ses failles. La famille de la regrettée Maribel se dit satisfait de l'issue du procès. Cette affaire fait partie d'une série de documentaires que j'ai trouvé sur Netflix, que vous connaissez peut-être probablement, qui s'appelle Les bails de l'enfer. Il y a aussi Les voisins de l'enfer et Les ex de l'enfer. Je vous recommande vraiment ces séries de documentaires parce que c'est passionnant et il y a beaucoup d'affaires qui sont inconnues en France. Et je vais sûrement faire d'autres vidéos à ce sujet, que ça soit sur TikTok ou ici. Casey était une personnalité socialement isolée. Plusieurs personnes le décrivent comme très solitaire, ayant peu d'amis, réservé, passant beaucoup de temps seul. Bon, évidemment, l'isolement social n'est pas un facteur de violence en soi, mais il peut favoriser le développement d'un fort investissement émotionnel dans une relation lorsqu'une personne dispose de peu d'autres liens sociaux. Un peu comme l'érotomanie, les gens qui tombent
fort amoureux d'une star en particulier, qui pense qu'elle leur fait passer des signes au travers de leur musique ou interview, parce qu'à côté, elles sont très peu entourées. Il avait une forte dépendance à Maribel. Il semble devenir de plus en plus dépendant de Maribel dans le temps, également pour son logement, donc financièrement, pour sa stabilité et probablement aussi sur le plan affectif. Donc lorsque Maribel envisage de mettre fin à la colocation, cela représente potentiellement pour lui une perte majeure. En criminologie, on retrouve parfois ce genre de dynamique dans les homicides liés au rejet. La victime incarne un élément central de l'équilibre de vie de l'auteur. Il faisait une possible fixation affective. Il a développé des sentiments pour Maribel, alors que rien ne prouve qu'ils aient développé une relation sentimentale. Et rien ne prouve que les sentiments étaient réciproques, bien au contraire. L'accusation a avancé l'hypothèse d'un attachement non partagé combiné au conflit autour du logement. Il y a aussi une capacité à contrôler son image. Casey parle aux journalistes, il se montre sur internet, il s'expose, il se montre calme, paraît inquiet. Il adopte le comportement attendu d'une personne proche de la victime, un proche innocent. Ce phénomène est bien connu en psychologie criminelle. Certains auteurs cherchent à détourner les soupçons en s'intégrant activement aux recherches ou en affichant une coopération exemplaire. Ils planifient aussi la dissimulation du corps. Une zone isolée, ça montre que c'est un acte qui n'est pas totalement impulsif, vu qu'il l'a bien dissimulé et qu'on l'aurait jamais retrouvé s'il n'avait pas fait de recherche sur Google Maps. Ici, il y a un sentiment de perte de contrôle, plus qu'une simple psychopathie. Il était peut-être psychopathe, mais vu de l'extérieur, Casey accumule les difficultés financières, il risque de perdre son logement, et la personne dont il dépend lui annonce qu'il veut mettre fin à la colocation. Le conflit dégénère et il s'est peut-être dit « si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura ». En tout cas, Maribel n'est pas un simple fait divers, c'était une femme indépendante qui était ambitieuse, avait des projets, était admirée et savait ce qu'elle voulait dans la vie. Elle a eu son diplôme post-mortem. Dis-moi tes théories, j'ai très hâte de te lire. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire, si c'était intéressant. Et si tu penses comme moi que c'est une dispute qui a dégénéré. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets en commentaire Maribel et abonne-toi. Donne-moi tes suggestions d'affaires en commentaire, j'ai très hâte de te lire. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre famille, vos proches, c'est très important. Hydratez-vous, protégez-vous de la chaleur et des prédateurs. And remember, you rock.